Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Benjamin. Benjamin que je connais un petit peu personnellement, pas énormément, mais en tout cas ça me fait très plaisir de te recevoir et de pouvoir partager cet épisode avec toi. Et je te laisse te présenter dans la manière dont tu en as envie. Eh bien, merci Charlène de m'inviter dans ton podcast que j'ai pu connaître au niveau de la naissance, en tout cas regarder à travers les réseaux, le voir naître et le voir grandir. Et ça me fait plaisir d'être ici et de parler du deuil, puisque en tant que thérapeute, j'ai eu l'occasion d'aider des personnes dans le deuil et moi aussi vivre plusieurs process dans le deuil. Donc, pour rappeler, je m'appelle Benjamin, je suis thérapeute sur la métropole lilloise. J'ai d'abord vachement travaillé avec ce qu'on pourrait qualifier de mental, avec des médecines comme l'hypnose et la PNL. Et je me suis rendu compte que j'étais limité, en fait, dans mon approche, puisque l'humain n'est pas qu'un mental. Et donc, j'ai commencé à prendre d'autres techniques et les mettre en place pour faire parler le corps, pour faire parler les émotions, pour prendre en considération l'aspect énergétique et aussi l'aspect spirituel qu'on pourrait appeler aussi l'aspect croyance, en fait. Quelles sont mes croyances à l'intérieur de moi sur ce qui se passe en moi, qui suis-je, et quelles sont les croyances extérieures, c'est-à-dire peut-être Dieu ou univers, ou selon comment on l'appelle, et surtout existentiel, qu'est-ce qu'il y a après. Et du coup, ça, c'est très important aussi dans la notion de deuil. J'ai pu remarquer que les personnes qui avaient des croyances spirituelles sur la vie après la mort, parfois pouvaient vivre plus facilement le deuil et la perte. Merci pour cette belle intro. Ça fait de toi un très bon thérapeute holistique aussi, justement, c'est quelque chose qu'on partage. Je sais que tu accompagnes aussi pas mal les traumas, tu l'as pas spécifié là, mais tu accompagnes pas mal les traumas et on avait envie de comparer un petit peu ces 2 notions de deuil et trauma. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ces 2 notions? Comment ça te vient? Qu'est-ce qui te vient? Alors, le deuil et le trauma, il y a beaucoup de points communs, même au niveau physiologique, ce qui va se passer dans le corps, dans le cerveau. Et il y a beaucoup de points de différence aussi. Donc, le deuil, c'est quelque chose qui arrive quand on perd une personne ou quelque chose. Et donc, il va se passer un processus d'acceptation et de reconstruction face à la perte. Parce que quand on perd quelque chose, il faut accepter que ça soit perdu et pouvoir remplacer par quelque chose d'autre. Donc pour moi, le deuil, c'est un vrai processus d'évolution en soi. Après, le trauma, c'est pas forcément... ça va pas forcément directement amener à une évolution en soi, puisque ça peut être très compliqué à vivre. Déjà au niveau biologique, il va y avoir des choses un peu plus complexes, notamment au niveau du système limbique et du cortex préfrontal, qui vont être changés, qui vont être traumatisés. Notre fonctionnement intérieur au niveau du cerveau, il va plus du tout être le même que dans un état basique, dans un état normal. Et donc, c'est là déjà où je vois le point de différence, c'est qu'un trauma, s'il n'est pas accompagné, ça peut être compliqué à dépasser et ça peut prendre des années, voire toute une vie. Et un trauma qui peut être vécu, par exemple, à l'enfance, peut revenir beaucoup plus tard, puisqu'il n'aura pas été traité. Et pour remettre un petit peu des notions, le trauma, c'est une expérience qui a été vécue comme quelque chose de difficile à l'intérieur. Souvent, on se dit le trauma, c'est forcément un accident ou un choc énorme, alors qu'un trauma, on peut l'avoir vécu en enfance comme une claque, comme une humiliation de nos pères, c'est-à-dire nos parents ou notre environnement. Et du coup, ça peut amener à des processus, des mécanismes qui vont se construire petit à petit et qui vont nous amener à ce qu'on croit être une personnalité, en fait, nous créer des limites, des peurs et des blessures. Du coup, est-ce que tu dirais comme moi qu'un trauma peut être un deuil?
Alors ouais, ultra intéressant. Un trauma peut être un deuil et Et un deuil peut être un trauma. c'est ça. Et en fait, par exemple, souvent, là, pour moi, où il y a trauma dans le deuil, c'est quand c'est ça arrive très très vite. Mmh. C'était pas prévu. Ça arrive comme un choc. Et souvent, quand c'est lié aussi, par exemple, je me rappelle d'une personne qui a vu son enfant, qui a pas vu l'accident que son enfant a eu. Donc c'était déjà, il y a eu le choc d'apprendre que son enfant est décédé suite à un accident. Et elle a vu son enfant qui était totalement transformé suite à l'accident. Donc là, il y a le processus du deuil à prendre en compte, qui va prendre un certain temps. Et il y a aussi l'aspect traumatique de ce qui s'est passé, de la vue de son enfant qui n'était pas le même, et de la perte qui n'était pas du tout prévue. Alors c'est horrible pour un parent de perdre son enfant. Déjà, c'est horrible pour un enfant de perdre ses parents, mais ça sort presque de l'aspect normal de la chose où, dans le cycle logique, c'est les parents partent et après les enfants partent, mais pas dans le sens inverse. Donc oui, le deuil peut être traumatique et le trauma, d'un certain sens, peut être vécu comme un deuil, puisque parfois, il va y avoir les processus du deuil vont être les mêmes que dans le trauma. Ouais, il y a tout un cheminement aussi dans le C'est ça, trauma pour pouvoir se reconstruire et ce temps est propre à chacun et les conditions du trauma sont propres à chacun parce que c'est quelque chose, comme tu dis, qui est personnel. 2 personnes qui prennent une claque où on pourrait dire que les conditions sont similaires ne vont pas le vivre et l'interpréter et le subir ou non de la même manière et donc du coup, ça n'aura pas les mêmes conséquences non plus, quoi. exactement, exactement, ouais. Cool. Et bien, du coup, tu nous as dit, justement en intro, tu nous as partagé un peu cette notion de deuil, pro et perso. Quels seraient, toi, un petit peu les deuils que tu pu vivre dans ta vie? Parce que, ben, tu l'as très bien amorcé. Tu as parlé de perte en tant qu'un être cher. On pourrait même mettre être vivant pour, inclure aussi nos animaux de compagnie, pardon. Et tu as parlé aussi d'un côté, matériel et du coup, j'aimerais bien que tu nous partages les différents deuils qui te viennent en tête. Alors oui, comme tu l'as dit juste avant, le deuil, il va être vécu par chaque personne comme quelque chose de différent. C'est-à-dire, par exemple, moi, je sais que j'étais un enfant hypersensible, donc chaque chose que je le vivais de manière très intense. Et j'avais pas le support émotionnel, même si j'en veux pas du tout à mes parents et à mes proches, j'avais pas le support émotionnel à ce moment-là pour vivre les différentes choses qui m'arrivaient. Donc, j'ai envie de dire que j'ai vécu beaucoup de traumas et beaucoup de deuil. Je pense que la vie m'a donné ce cadeau. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Avant, ça ne l'était pas. Mais m'a donné ce cadeau de vivre plein d'expériences différentes. Aujourd'hui, c'est un cadeau puisque je peux accompagner des gens et je les comprends beaucoup mieux dans leur processus. Mais ouais, j'ai vécu des deuils. J'ai perdu des personnes. C'est arrivé très tard dans ma vie où j'ai commencé à perdre des personnes. Par exemple, mon oncle qui est décédé à 17 ans. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Ça a été un choc pour moi. J'ai mis énormément de temps à l'accepter, le fait qu'il soit parti, puisque pour moi, c'était pas normal. Il était encore jeune et pour moi, ça se passait pas comme ça. Et j'avais eu aucune notion et aucun contact avec la mort, si ce n'est dans les films d'action où je vois les gens mourir, mais on est totalement dissocié de ça. Et du coup, je faisais face à la mort. Et en plus, on m'a pas dit il est mort. On m'a dit il est parti. Donc, il est parti où en fait? Et inconsciemment, dans ma tête, on m'a pas dit qu'il était mort. Le mot mort, il n'a pas été employé une seule fois. Donc ça a été très difficile à conceptualiser pour moi. Donc il y a d'abord eu donc la mort des proches, j'ai eu la mort de mes animaux de compagnie. Vu que j'étais hypersensible, mes animaux de compagnie, c'était ma famille, c'était mes meilleurs amis. Et donc ça a été des mois et des mois durant pour faire face à cette notion de deuil. Et encore une fois, j'avais pas l'accompagnement et j'allais pas me faire accompagner. Du coup, c'était très compliqué pour moi. Il y a eu des autres deuils. J'ai perdu, par exemple, mon boulot quand j'avais 26 ans ou 27 ans. J'ai perdu un métier où je m'étais dit, c'est bon, j'ai trouvé le boulot qu'il me faut, j'ai des responsabilités, je gagne bien ma vie, je suis quelqu'un dans la société. Et j'ai perdu ce boulot puisque licenciement économique. Et j'ai mis au moins un an à accepter que j'avais perdu ce boulot. Et j'ai remis beaucoup de choses en compte dans ma vie. Je suis passé par de la dépression parce que beaucoup de choses qui se sont mis en place et qui se sont retirées, des croyances. Et je suis venu faire face à justement ce manque de confiance en moi qui était très profond et qui tenait juste au fait que j'avais une place dans la société, que j'avais un boulot. Et du coup, je me suis donné confiance grâce à ça et non grâce à une confiance qui devrait exister au fond de moi. Et il y a aussi la perte d'objets. Et je crois que je t'en avais parlé. J'avais perdu, il y a quelques mois, j'ai perdu tous mes audios, puisque j'ai un enregistreur audio
haute définition et je voyage beaucoup. Et, euh, et je prends des sons dans différents pays, des différentes ambiances, et je les utilise aussi pour créer des sons aussi dans mes différents ateliers que je propose. Je reprends ces sons. Donc pour moi, c'était ultra important. C'est même un peu plus important que les photos, puisque je suis quelqu'un qui est auditif, et c'est mon souvenir. C'est pour me souvenir d'un moment, j'écoute quelque chose. Même pour me souvenir parfois d'une relation, j'écoute une musique qui était importante dans cette relation. C'était très important pour moi. Et du jour au lendemain, cette carte SD n'a plus fonctionné et j'ai perdu tous les sons que j'avais enregistrés dans ces différents pays, en Inde et au Népal. Et je l'ai toujours pas réellement accepté, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai toujours l'espoir que quelqu'un arrive et m'aide à récupérer ces sons. C'est un peu comme si j'avais décidé de passer ce deuil. Je me dis, bon, ça sera pour plus tard. Je garde la carte SD, je verrai si je peux réussir. Pour l'instant, j'ai mis ça de côté, j'ai d'autres choses à gérer. C'est presque, on pourrait dire peut-être une fuite, mais c'est aussi l'idée que j'ai toujours l'espoir que ça peut être récupéré. Mais j'ai quand même fait un petit process où je me suis dit petit à petit, bon, si c'est perdu, c'est perdu. Je me suis même dit, ça me donnerait une bonne occasion de retourner en Inde et au Népal. Mais ouais, le deuil, il revêt différents visages. Souvent, on s'imagine que le deuil, c'est perdre un être cher, comme tu l'as dit, un être vivant. Et alors que le deuil, il se passe à différents endroits. Ça peut être un métier, ça peut être un objet, ça peut être... J'ai même connu des personnes qui étaient tellement fans de leur voiture que quand il y avait un accident ou quand ils revendaient leur voiture pour différentes conditions, c'était un choc pour eux. Il fallait vraiment qu'ils passent par toutes les phases jusqu'à l'acceptation pour accepter que bah voilà, c'était parti, c'était plus là. Et je t'avais aussi dit, je pense que moi, dans ma façon de conceptualiser le deuil, j'imagine qu'il y a le deuil intérieur et le deuil extérieur. Le deuil extérieur, c'est plutôt ce dont on a parlé, c'est-à-dire des objets ou des êtres vivants. Et le deuil intérieur, c'est plutôt euh, quand on vient changer et bouleverser totalement un système de croyance, ou même quand on vient répondre à des questions existentielles qui changent totalement la façon dont on va voir le monde et notre place dans le monde. Et j'appelle ça des petites morts, puisqu'en fait, on vient totalement se transformer. Mais pour moi, c'est des deuils intérieurs, ils sont aussi très importants et il ne faut pas les oublier. Il faut, il faut les accepter et se rendre compte que ça passe par les mêmes processus que les deuils extérieurs. Et donc, j'essaye de travailler avec mes patients sur ces deuils intérieurs et deuils extérieurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait, c'est ce que je trouve génial dans ces épisodes, c'est qu'on voit que le deuil est un principe qui est universel, un processus qui est universel par lequel on passera tous d'une manière ou d'une autre, plus ou moins facilement, plus ou moins traumatiquement aussi, si on peut le dire, comme ça. Et pourtant, il reste individuel et tu l'as bien dit dans ce que tu viens d'énoncer et en plus de ça, il est multiple. Il va y avoir, comme tu l'as dit, le deuil extérieur et avec le côté, je dirais même que dans ce deuil extérieur, il y en a plusieurs types, le côté matériel, le côté, humain, être vivant, perdre une personne et dans ce deuil intérieur, c'est ce que j'appelle moi aussi parfois le deuil de soi et ça revient exactement à la même chose. Ça va être vraiment des croyances, ça peut être, tout ce qui va être de l'ordre de la crise existentielle et c'est aussi ce qui peut arriver quand une personne est en fin de vie, que ce soit à un âge avancé, plutôt un âge senior, ou alors que ce soit dû à un diagnostic où on conscientise notre propre mort. On le sait tous les jours, on sait qu'on est des mortels, on le sait, mais on ferme beaucoup les yeux dessus et du coup, on veut pas trop s'en rendre compte. Et quand on nous dit qu'on va mourir, il y a aussi tout un processus de déconstruction au niveau mental, au niveau intérieur, pas qu'au niveau mental, au niveau spirituel aussi, pour rebondir ce que tu disais dans l'introduction une remise en question holistique, je vais le dire comme ça, qui fait qu'il y a plein de choses qui sont à déconstruire et au fait de revenir aussi à soi. Et je trouve que ça nous fait une très belle transition parce que oui, j'échange toujours avec mes invités en off avant, donc je sais, de par ce que tu m'as partagé, que au fur et à mesure de ton cheminement, de tes apprentissages aussi, tu as fini par vivre le deuil différemment, notamment en tournant un peu plus, et clairement, j'ai envie de dire, ton regard à l'intérieur. Et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton processus à ce niveau-là, peut-être les outils, ce qui t'a aidé, ou en tout cas tout simplement ce que tu as envie de nous partager. Ok, ouais, très bien. Je vais peut-être plus parler d'un deuil qui m'a beaucoup marqué, c'est le deuil de la rupture amoureuse. Puisque j'ai vécu différentes relations amoureuses, et étant donné que j'étais
dépendant affectif, puisque je ne m'aimais pas assez. J'ai vécu à chaque fois la rupture comme une mort. Je savais plus qui j'étais perdu, si bien que très rapidement, je trouvais toujours quelqu'un d'autre. Donc, j'avais pas le temps de me retrouver seul. Je retrouvais quelqu'un d'autre pour ne pas faire face au fait que j'acceptais pas d'être seul parce que je ne m'acceptais pas, parce que je m'aimais pas assez. Et donc, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, tiens, Benjamin, c'est pas normal que ce soit aussi difficile de vivre une rupture amoureuse, et à tel point que j'en étais dans des dépressions incroyables, puisque j'ai été dépressif suicidaire, et j'avais parfois l'envie de mourir, et parfois j'allais presque jusqu'à l'acte de me donner, de donner la fin à ma vie, quoi, globalement. Euh, et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, il va peut-être falloir que je me pose des questions, quoi. Il va peut-être falloir que j'aille voir en face la vérité, pourquoi ça me fait autant souffrir. Ok, un deuil, on peut souffrir, on a le droit de souffrir sur Terre, et ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on oublie le fait qu'on a le droit d'avoir mal, et que c'est logique, et on se fuit, il y a beaucoup de personnes fuient la souffrance, mais là, je souffrais beaucoup trop, c'était pas normal. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à aller voir des personnes autour de moi, notamment un moine bouddhiste qui m'a énormément appris sur la notion d'amour et d'attachement. Et donc, j'ai compris que oui, j'avais de l'amour pour ces personnes, mais ce qui me faisait souffrir, c'était pas l'amour que j'avais pour elles, c'était l'attachement que j'avais envers elles. Et pourquoi j'étais attaché? Parce que je ne m'acceptais pas, parce que je ne m'aimais pas moi. C'était plus facile d'aimer quelqu'un d'autre que de m'aimer moi. Donc, l'idée, c'est comment évoluer dans son deuil, comment évoluer quand on s'aperçoit qu'on a des processus qui reviennent à chaque fois qu'on vit quelque chose. Eh bien, c'est de changer son état de conscience. C'était Einstein qui disait on ne peut pas changer globalement une problématique qui arrive dans un état de conscience avec le même état de conscience. Il faut changer. Il faut voir avec une certaine distance et peut-être se poser des questions différentes. Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été traité. Donc, il faut changer sa manière de voir les choses. Et si on ne peut pas le faire tout seul, eh ben, on va voir d'autres personnes. Moi, au début, je ne voulais pas trop aller voir des thérapeutes, je suis allé en voir quand même, mais je voulais plus aller voir ce que j'appelle des sages, donc des gourous, des moines, des chamans, etc. Et eux m'ont donné leur vérité, leur façon de voir les choses, et surtout, eux m'ont amené à me poser des questions sur moi-même qui, du coup, m'ont amené des réponses pour faciliter mon processus de deuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une rupture, je ne la vis plus du tout de la même manière, et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que cette douleur vient me montrer? Au lieu de me dire, c'est de la faute c'est pas normal, je mérite pas ça, et de rentrer dans un processus de victimisation, j'essaye de me dire, ok, là, ça se joue à l'intérieur de moi. Globalement, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça se passera à l'extérieur, et ça arrivera, et on n'a aucun pouvoir sur ça, et on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, mais le réel contrôle qu'on a, c'est sur comment on va apprivoiser les choses qui nous arrivent, comment on va y faire face, et comment on va transmuter, comment on va grandir de ce qui nous arrive. Donc l'idée, c'est, pour moi, pour évoluer, c'est comment on change les questions qu'on se pose. Et pour ça, il y a des podcasts comme les tiens. Pour ça, il y a des personnes comme des coachs, comme des thérapeutes, comme des moines, comme des textes saints. Et parfois, il y a même juste un livre qui peut changer la vie, qui peut nous changer la vie, juste parce qu'il va nous amener à un changement d'état de conscience sur nous et sur une problématique. J'ai l'impression de m'entendre, mais avec une voix masculine. C'est assez drôle. Mais ouais, c'est exactement ça. Il y a plusieurs trucs sur lesquels j'ai envie de réagir. Bon, déjà, il y a la notion de souffrance, parce que je sais que c'est quelque chose qui te parle personnellement aussi. Le fait de revenir à soi, comme tu l'as dit, et il n'y a pas de mode d'emploi. Encore une fois, c'est de trouver le sien. Et la seule personne qui peut trouver son propre mode d'emploi pour soi-même, c'est bien nous-mêmes. On peut être aidé, comme tu l'as dit, avec des livres. Parfois, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être juste une personne en fait qui vous a dit un truc dans la rue, à un arrêt de bus, dans un métro, qu'importe. Il n'y a pas de... C'est pas censé être des choses qui peuvent être durables, mais c'est pas obligatoire. Il faut juste trouver votre truc qui vous
permet de voir différemment. Bon, on pourra rentrer après coup dans le bouddhisme et le chamanisme, je ne vais pas mélanger toutes mes questions en même temps, mais pour revenir un petit peu à cette notion de souffrance où tu disais, ouais, on n'accepte pas toujours de souffrir ou on ne veut pas regarder, ou parfois il y a des personnes qui restent dans cette souffrance. Encore une fois, c'est propre à chacun. Je sais que de par l'éducation familiale que tu as eu cette croyance par le passé de si je ne souffre pas, c'est que je n'ai pas vraiment aimé. Et ça nous fait aussi un beau lien et une transition pour après entre la notion d'amour et d'attachement pour rebondir sur ce que tu disais dans les ruptures amoureuses. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ce que ça signifie pour toi? Ouais, bah, alors forcément, j'étais touché par ça. Et je m'en suis rendu compte avec beaucoup trop de temps. J'ai mis énormément de temps pour me rendre compte de ça. Mais je souffrais et je me complaisais dans cette souffrance. Je me disais, je suis obligé de souffrir parce que si je ne souffre pas, ça veut dire que j'ai pas aimé. Ça veut dire que ma relation n'avait pas de sens. Ça veut dire que le lien que j'avais avec cette personne ne voulait rien dire. Et donc, je restais dans ça tout en me disant que c'était normal. Et en prenant de la distance, en me posant des bonnes questions, je me suis déjà rendu compte qu'il y avait l'histoire qui s'est passée, comme j'ai dit, avec mon oncle qui est décédé, et ma grand-mère, jusqu'à la fin de sa vie, j'ai eu l'impression qu'elle a souffert. Et elle souffrait comme pour dire, bah, en fait, je souffre parce que j'accepte pas sa mort. Je souffre parce que j'ai aimé cette personne et donc c'est normal. C'est normal que je souffre. Il y a aussi cet aspect où, par le passé, on a l'illusion, on se dit que par le passé, les personnes, quand il y avait un deuil, bah, dans certaines traditions, ça pouvait durer 1 an, où elles étaient habillées en noir, où elles parlaient à personne, etc., etc. Et donc, je m'étais dit, c'est normal. C'est normal de souffrir, puisque j'ai aimé cette personne. Alors que c'est normal de souffrir, mais c'est pas... C'est normal de souffrir parce qu'on perd quelqu'un, mais c'est pas normal de continuer de souffrir toute notre vie ou durant un temps voulu, déterminé, parce qu'on a perdu une personne. En fait, comme tu l'as dit, il y a pas de recette. On doit observer, on doit accepter de souffrir, mais pas à condition, pas en suivant un précepte, en fait. On doit totalement oublier ce que veut dire la mort chez les autres et découvrir ce que veut dire la mort chez nous. Et ça, bah, ça a mis un certain temps chez moi, mais je pense que c'est réellement important. Donc, comme j'ai dit, certaines personnes ne veulent pas souffrir, veulent totalement oublier. Ça me rappelle par exemple mon voisin qui a perdu son père, où je me suis dit, mais c'est ouf parce que j'ai l'impression qu'il n'aimait pas son père, parce qu'il n'a pas souffert, il n'a pas pleuré, il a continué sa vie, etc. Sauf que moi, je ne sais pas du tout ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui, je ne sais pas ce qu'il a vécu les années après, comment son deuil s'est fait, parce que peut-être que lui, il a totalement omis les phases de son deuil, il a éteint quelque chose, sauf que ça s'éteint jamais vraiment, ça revient plus tard à des moments ou à des chocs ou à des moments fatidiques de nos vies. Je sais pas ce qui s'est passé chez lui, mais forcément, j'ai vu quelque chose, je me suis fait une construction de croyance et je me suis dit, il a pas souffert, donc il aime pas. Ma grand-mère, elle a souffert parce qu'elle aimait, etc., etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas de règles. Et je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant parce que ça montre, et j'avais envie de rebondir tout à l'heure quand tu disais, oui, on m'a dit il est parti. Bah, du coup, il est parti, sous-entendu, il va revenir. Mais il revient quand puisqu'il revient pas? Et donc, du coup, ça crée aussi certaines attentes, ça crée aussi certaines croyances. Et je trouve que c'est tout l'intérêt, je dirais même plutôt l'importance de pouvoir parler de la mort avec les jeunes et avec les enfants pour éviter de planter certaines croyances en eux. Et je reviens et je rebondis sur ce que tu disais, c'est pas regarder la mort chez l'autre parce que si je reprends l'exemple de ton voisin, peut-être que extérieurement il était tout sourire et qu'à l'intérieur il était en dépression et que rien n'allait. Mais entre ce qu'on montre et ce qu'on montre pas, entre la partie immergée et émergée de l'iceberg, eh ben, il y a que la personne qui connaît son propre enfer, pour reprendre certaines expressions un peu populaires qu'on peut entendre aussi. Et du coup, c'est réellement de regarder en termes individuels. Et comme tu l'as dit, il y a aussi certaines croyances, certaines traditions où ben, le deuil dure autant de temps, il faut s'habiller en noir, il faut pas sourire, etc. Si c'est des choses qui résonnent pour vous qui nous écoutez, tant mieux. Si c'est des choses qui résonnent pas, ben ne les prenez pas en fait et créez-vous ce qui résonne pour vous. Je donne souvent cet exemple pour les personnes qui sont veuves, hommes ou femmes, où on me dit parfois, bah oui, mais c'est trop tôt.
Ah, mais ça veut dire quoi? C'est trop tôt. Et à l'inverse, parfois, on me dit c'est trop tard. Bah ouais, mais encore une fois, c'est propre à chacun. Pour certaines personnes, se remettre en couple ou refréquenter une personne au bout d'un an, ça va être trop tôt. Et pour d'autres, ça va déjà être trop tard. Et en fait, c'est tellement propre à chacun que si on se compare à ce qu'est la mort ou le deuil pour les autres personnes, bah, en fait, on a du mal parfois à faire notre propre popote, notre propre recette. C'est intéressant de regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est surtout intéressant de s'écouter. Et d'où le fait de revenir à soi, de regarder en face de soi, de regarder ces zones d'ombre, de regarder cette souffrance en acceptant qu'elle soit là pendant un temps, mais qu'elle ait aussi ce côté passager, en fait. Elle est là pour une certaine raison, pour nous montrer certaines choses. Qu'est-ce que ce deuil veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Et qu'est-ce qu'il vient dire de moi? Il y a un petit peu tous ces questionnements, même si la liste n'est pas exhaustive. Ouais, et je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Déjà, te rappeler que ce que tu fais, c'est ultra important. Parce que là, pour l'instant, tu as dit le mot mort au moins 20 fois et on n'accepte plus le mot mort. Et si on n'accepte plus le mot mort, on n'accepte pas la mort. La mort, c'est la mort. Et juste derrière vous qui nous écoutez, vous pouvez déjà vous poser la question, combien de fois on m'a parlé de la mort sans me dire la mort? Et on dit aux enfants, comme tu l'as dit, on dit il est parti dans le ciel, il est parti en voyage, Il s'est endormi. il s'est endormi. Mais s'il s'est endormi, il va se réveiller. Et comment un enfant peut accepter la mort si on ne lui parle pas de la mort? Et j'ai pu étudier un petit peu la mort dans les anciennes générations, les anciennes religions, etc. Avant la mort, il y avait un réel accompagnement. Ouais. C'est-à-dire, on parlait de la mort, on acceptait la mort, et il y avait les voisins, il y avait la famille, etc. Et on acceptait ce processus comme un processus de vie logique, la vie, la mort, voilà, c'est le cycle, il y a une fin, il y a un début. Et vu qu'on acceptait ça, on pouvait travailler sur ça, on pouvait se regarder les uns les autres, ne pas être là à avoir peur d'employer le mot mort, ne pas avoir peur de parler de cette mort, de cette disparition totale, au moins physiquement. C'est un corps qui est plus là. Et peut-être qu'on peut garder en soi l'image et l'expression de la personne, et c'est important, mais le corps physique, est-ce qu'on a connu de cette personne et cette relation qu'on a connue avec elle, c'est terminé. Et on nous empêche par cette peur de la mort, de vivre réellement la mort, en fait, telle qu'elle devrait être vécue, comme un réel au revoir, pouvoir dire réellement au revoir, en fait. Et il y a beaucoup d'enfants qui peuvent pas, parce qu'en fait, pour eux, c'est pas terminé. Donc il faut dire que c'est terminé réellement, dire que le corps physique n'est plus là, que ce qui s'est passé, tous les souvenirs restent, tous les apprentissages, toutes les belles choses qu'on a vécues restent, mais que c'est terminé. Il y aura plus ce qu'on a vécu avec cette personne ne pourra plus jamais exister tel que ça a existé. Oui, puis il y a plein de mots, il y a plein de métaphores aussi pour pouvoir l'exprimer à des enfants. Enfin, les saisons, je trouve que c'est un bel exemple et que généralement, ça fait partie des premières choses qu'on apprend aux enfants aussi. Et c'est aussi une belle métaphore. Et ils ont besoin de plus de pédagogie, d'un aspect plus cocooning peut-être qu'un adulte. Quoique, j'ai envie de dire point d'interrogation parce que c'est propre à chacun. Avec un peu de pédagogie et de cocooning pour les adultes, ça fait pas de mal non plus, clairement, disons-le. Et tu disais ce côté, oui, combien de fois on nous parle réellement de la mort. Et ça me fait rebondir sur une expérience que j'ai eue il y a très peu de temps. Je faisais un truc de networking, de réseautage pour entrepreneurs. Donc du coup, forcément, à chaque fois, je parlais de mon activité. Et j'ai 2, 3 personnes qui m'ont dit à la fin que j'ai fini de me présenter, j'espère ne jamais vous revoir. Et en soi, je les comprends. Moi aussi, j'espère ne jamais les revoir. Mais je sais au fond que c'est impossible. Et du coup, ça me montre à quel point, en fait, on ne veut pas regarder ces choses-là parce qu'elles nous font peur. Et j'entends la peur, j'entends la souffrance. Je l'ai moi-même vécu et tu l'as vécu aussi. Et je veux dire, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont vécu un deuil qui soit physique, la perte d'un être cher, matériel, une remise en question, vous avez au moins un avant-goût, une idée ou votre propre avant-goût de ce que c'est de perdre. Oui, c'est pas agréable. Oui, c'est pas funky. Clairement, disons-le, on aimerait bien s'en passer, mais on peut pas. Et je trouve que ça montre à quel point, même en 2024, non, on veut pas en parler. On préfère mettre des œillères. Alors que pourtant, la mort, on l'entend tous les jours aux infos. Nos enfants jouent à la mort, on leur offre des épées ou des pistolets ou des trucs comme ça, et hop, machin, je t'ai tué. Et là, par contre, ça dérange personne. Il y a quand même je ne sais combien de séries policières tous les soirs à la télé. Et pour autant, en parler entre nous, c'est compliqué. Et je trouve que c'est quand même assez l'ironie du sort, quoi, d'une certaine manière. Ouais, sur ce que tu dis là, moi je pourrais rebondir en disant la mort est devenue fictive.
carrément. Et c'est un truc de fou, ouais. Elle est quotidienne, mais on ne veut pas la regarder. Quoi. Ouais. Et du coup, je pense que ça nous permet de continuer un petit peu sur qu'est-ce qui t'a permis de grandir, évoluer, peut-être de voir la mort aussi différemment, de ne plus en faire un tabou. Tu nous as parlé de certaines spiritualités, dont le bouddhisme et le chamanisme. Tu parlais avec le bouddhisme de pouvoir différencier l'amour et l'attachement. Je sais qu'il y a aussi cette notion d'impermanence qu'on partage tous les deux, qui a clairement son importance. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à ce niveau-là ? J'allais parler de l'impermanence, justement. Et je pense que dans le bouddhisme, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça nous amène à se rendre compte justement de cette notion d'impermanence que là, même dans mon état physiologique, je suis en train de te parler, là je te reparle, ça a déjà changé. C'est-à-dire que rien n'est statique, tout est toujours en mouvement et donc rien n'est permanent. Et ça, on l'apprend vraiment dans le bouddhisme. Et je pense que d'avoir des heures et des heures durant, mon moine Dragpa qui m'a parlé de l'impermanence dans la vie, etc., ça m'a amené à justement grandir. Et pourquoi pas justement lire des livres sur l'impermanence ou sur le bouddhisme. Après, chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Et j'ai eu alors un cadeau. C'est étrange de dire ça, mais j'ai connu mon moine à un moment de sa vie où il a perdu sa maman. Donc ça a été vraiment une réelle expérience qu'il a pu nous partager. Et on a pu vraiment voir un moine bouddhiste qui perdait sa maman et qui vivait en quelque sorte son deuil et de se rendre compte que oui, il était d'un certain sens détaché, mais que ça n'empêchait pas ce moine d'avoir quand même des sentiments, des émotions, des sensations, et qu'il était vraiment dans cette expression de se rappeler des bonnes choses, de se rappeler. Il a fait son processus de deuil aussi, ce moine, face à la perte de sa maman, mais il avait accepté depuis un moment que ça allait arriver, en fait. Que sa mort allait arriver, que la mort de ses proches allait arriver, et que la mort de toutes les choses qui l'environnent allait arriver. Parce que même si j'allais peut-être mourir après lui, que sais-je, il savait qu'un jour, la mort de notre relation allait exister, puisque soit lui, soit moi allons mourir. Ou soit peut-être même des circonstances allaient faire qu'on n'allait plus se voir. Donc, c'est accepter que tout ce qui nous entoure, c'est un cadeau à l'instant présent, et que demain, peut-être qu'il y aura autre chose. Et si on savoure juste... En fait, l'idée d'accepter la mort, c'est l'idée de savourer la vie. C'est de savourer chaque instant. Là, on est en train de se parler, on se fait des sourires, c'est génial. On sait qu'on est là, on sait qu'on est présent, on sait qu'on vit un moment, on sait que... Voilà, on est dans l'amour et qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. Donc, autant profiter à fond de ce qui est et d'accepter que... En fait, pour moi, la mort, ça me permet beaucoup plus profiter de la vie. Je sais pas ce qui se passera demain. Et même si j'ai envie d'avoir des projets à long terme, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, je vais faire en sorte d'y arriver parce que ça me drive, parce que ça me motive, parce que ça me fait du bien. Mais si j'y arrive pas, tant pis, en fait. Il se passera autre chose, ou peut-être que je serai plus là, ou peut-être que je serai autre part. Mais voilà, j'accepte que c'est pas permanent et que même mes idées sont impermanentes et que ça évolue à chaque instant. Donc il y a eu cet aspect bouddhiste qui m'a vraiment fait grandir, et il y a eu des expériences de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai été dépressif suicidaire, j'ai eu des phases de ma vie où j'étais très très dark, hein. J'ai été toxicomane 2 fois dans ma vie. Quand je dis 2 fois, c'est parce qu'une fois j'ai réussi à m'en sortir et je suis retombé quelques années plus tard donc dans des drogues dures, la cocaïne, etc. Et donc j'étais vraiment au plus bas du plus bas, et j'ai eu la chance de rencontrer un couple de chamans et de vivre une expérience avec une médecine qui s'appelle l'ayahuasca. Alors, petit disclaimer avant toute chose, je ne fais pas l'apologie de cette médecine qui est l'ayahuasca, qui est la médecine avec de la DMT, qui est interdit en France. Il y a des pays où c'est légal, comme au Pérou ou d'autres endroits. Donc, je ne fais pas l'apologie de cette médecine, je vais juste vous parler de mon expérience. Et donc, cette médecine que je ne conseille même notamment pas à tout le monde, c'était quelque chose qui m'est arrivé et que je devais vivre. J'ai pu vivre des états psychédéliques très profonds, des états où je suis sorti de mon ego, dissolution totale de l'ego, où je suis allé visiter des choses très, très spirituelles, très galactiques même. Et ça m'a permis de faire face à la mort. Déjà, ça m'a permis de faire face à la mort parce que j'ai globalement vécu ma mort à ce moment-là. J'ai cru que j'allais mourir, j'ai accepté. Et j'ai aussi vu ce qui se passait selon moi. Après, peut-être que certaines personnes se diront « Ouais, non, c'est peut-être un peu trop pour moi ». C'est OK. À ce moment-là, moi, j'ai vécu la mort.
ce que certaines personnes relatent comme fait, la lumière blanche, etc., ce qui se passe derrière. J'ai vécu ça et ça m'a permis, en revenant, de me dire, mais ok, en fait, là, je vis quelque chose ici, maintenant, sur Terre, mon expérience humaine. Peut-être qu'après, il y aura quelque chose d'autre. Et du coup, peut-être même qu'après cette chose-là, il y aura encore quelque chose d'autre. Peut-être que je reviendrai ici. Mais du coup, ça m'a permis de me délester d'un poids. Parce qu'en fait, je pense que la peur qu'on a quand on meurt, c'est en soi de se dire qu'il n'y a plus rien du tout après. Et au pire, même si on a cette peur-là, on devrait peut-être du coup justement profiter d'autant plus de la vie. Mais donc ça, c'est une expérience qui m'a fait totalement changer. Justement, là, on parlait de petites morts au début. Ça a totalement changé ma vision du monde, ma vision de moi-même, ma place dans le monde. À partir de ce jour-là, j'étais plus du tout dépressif, suicidaire. J'étais plutôt envie de profiter de chaque instant de la vie. Pendant 3 mois, j'ai peint, j'ai écrit, j'ai dessiné, j'ai dansé, j'ai fait de la musique et j'avais envie de vivre chaque instant pleinement parce que même si j'avais eu l'impression d'avoir visité la mort, je savais très bien qu'elle allait revenir à un moment. Donc ça, c'est une des expériences que j'ai vécues qui m'a vraiment fait changer mon état d'esprit sur la mort et sur la fin de mon corps physique sur Terre. Ouais, c'est vraiment le côté la mort éclaire la vie, quoi. Enfin, moi, c'est souvent comme ça que je le dis. Et ça reboucle avec ce qu'on disait juste avant et ce côté tabou, où si on regardait davantage la mort et qu'on prenait conscience de cette mort, de cette finitude, du coup de l'impermanence qui va avec, eh ben, on est beaucoup plus en lien avec soi et en lien avec les autres. Et ça m'a beaucoup fait sourire quand tu parlais d'amour, d'attachement, de relation par rapport au bouddhisme, parce qu'on dit que du moment où on rentre en relation avec quelqu'un, par définition, on accepte le fait qu'à un moment, l'un ou l'autre va partir. C'est l'exemple que tu donnais par rapport au moine. Et qu'à un moment ou à un autre, oui, le plus tard possible, on l'espère, néanmoins, à un moment ou à un autre, cette relation se terminera. Soit c'est moi qui pars avant, et du coup, bah, c'est bien, c'est toujours plus difficile pour les vivants, donc du coup, je le vois pas, ou en tout cas, pas incarné dans ce corps-là physique, mais peut-être d'une autre manière. Ou alors c'est l'autre qui part et c'est moi qui subis cette souffrance et potentiellement ça peut m'apprendre des choses et un chemin de reconstruction peut se mettre en place. Et du coup, ouais, il y avait vraiment cette chose-là sur laquelle je voulais rebondir. Et par rapport aux médecines chamaniques, aux plantes, je te remercie de le préciser aussi parce que oui, c'est pas forcément pour tout le monde. Et je pense que c'est important à préciser. Si vous vous sentez appelé, attiré par ces choses-là, allez-y en confiance dans un cadre avec une sécurité. Faites-vous confiance aussi, mais voilà, un minimum de sécurité autour de ces espaces-là me semble vraiment important à repréciser. Et c'est ce qu'on appelle aussi le remembrement. Enfin, il peut y avoir différents noms, mais c'est ce que tu citais. Et dans ce que tu citais avec le côté lumière blanche, etc., ça peut faire penser aux EMI. Un épisode avec Hélène là-dessus, sur ce sujet des EMI. Il peut y avoir plein d'autres expériences. Ça peut aussi porter d'autres noms. Chacun a parfois un peu sa propre manière d'amener les choses. Mais voilà, c'est des expériences qui peuvent avoir un double côté, en fait, qui peuvent être très bénéfiques, mais si elles n'arrivent pas au bon moment ou pas dans le bon cadre, qui peuvent devenir traumatiques. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait aussi en début d'épisode. C'est ça, il y a 2 choses très très importantes à prendre en compte, c'est le set and setting, c'est comment je me sens à l'instant T, dans quel état d'esprit. Moi, quand je suis parti faire cette expérience-là, je me suis dit, j'y vais, je donne tout et je lâche tout et je fais confiance. Et le reste, c'est le cadre, c'est avec qui on va faire ça, être sûr que ce soit des bonnes personnes et le bon moment. En fait, parce que si c'est toujours pareil, si vous faites ça trop vite parce que c'est l'ego qui parle, parce que vous avez envie d'essayer, parce que ça marchait pour un tel et que vous voulez absolument le faire et que vous forcez le destin en quelque sorte, Ouais, et c'est ben ça. ça marchera pas. Et j'ai envie de dire, moi ça a été facile. En fait j'ai ressenti l'appel, donc c'est assez étrange. J'ai fait un rêve, je rentrerai pas dans les détails, mais un rêve très puissant. Je suis revenu, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Une semaine après, j'étais en face des chamans. Ça a été simple. C'est arrivé à moi. Et si c'est trop compliqué, s'il y a trop de barrières devant vous, bah, je pense que c'est peut-être pas aligné. Je pense qu'il faut peut-être se dire, bon, ça sera peut-être plus tard. Si ça doit arriver à un moment, ça arrivera. Mais s'il y a trop de complications, et puis il faut être prêt. C'est quand même quelque chose qui, qui fait très peur. Est-ce que vous êtes prêt à remettre totalement toute votre vie en question, en jeu, et peut-être changer beaucoup de choses dans votre vie? Parce que moi, j'ai connu des personnes, comme tu dis, elles ont fait l'ayahuasca,
elles se sont séparées juste après. Donc ça a été quand même, il y a eu un changement de vie et il faut être prêt. Et puis il faut aussi avoir un accompagnement juste après. Et toute personne a une fragilité différente. Toute personne a des connaissances différentes sur l'humain en termes général, sur soi-même, sur la psychologie, sur tout un tas de choses. Donc on est tous différents, mais il faut être sûr d'avoir le background et l'après qui seront OK. Parce que si on fait ça trop vite, n'importe comment, juste parce qu'on veut satisfaire quelque chose à l'intérieur de nous, eh ben c'est non. C'est un grand nom. Mais ça permet de faire un lien aussi. C'est tout ce volet de s'écouter, se connaître, savoir ce qui est bon pour soi, se faire confiance aussi. Et c'est marrant que tu dis ça. Du coup, il y a une expérience qui me revient avec toi. Je sais même pas si tu t'en souviens, mais au festival du Moonspell, tu avais Ouais, proposé un breathwork. ouais. Et je suis venue au breathwork. Et je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit, je vais rester, mais je vais juste me poser. Parce que je sens que Ah c'est pas le bon oui! moment. Waouh, tu viens de Et je suis restée, ramener un je me souvenir. suis posée, on était avec Audrey d'ailleurs, si elle écoute cet épisode, et je suis restée là, mais j'ai pas fait la technique du breathwork, et j'ai juste profité du temps en mode chill. Et c'est juste pour donner un exemple qui m'est perso, mais c'est réellement ça, c'est juste s'écouter, et que c'est pas grave, ça fait pas de vous quelqu'un qui est pas capable, qui est pas bon, qui sait pas faire, qui fera jamais, loin de là. Au contraire, moi je trouve que c'est vachement courageux, honorable de savoir reconnaître que non, c'est pas OK en fait. Et si je me sens pas en adéquation avec le moment, l'ambiance, enfin qu'importe, sans dire que le moment n'est pas bon pour les autres, il était juste pas bon pour moi. Et finalement, je suis très ravie d'avoir fait cette expérience de cette manière-là. J'étais toute posée après, c'était très très bien comme ça. Et du coup, ça permet de faire le lien aussi sur la notion des émotions. Tu l'as, on va dire, distillé un petit peu au fur et à mesure de l'épisode. Tu parlais d'hypersensibilité aussi. Euh, je sais que c'est quelque chose qui a été important, on va dire, sur ton chemin, dans ton développement, dans ta construction, dans tes apprentissages. Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur tout ce grand et large volet émotionnel? Il y a l'hypersensibilité. Comme beaucoup au départ, ça a été un réel fardeau pour moi puisque je ressentais tout le monde, je voyais le monde d'une manière différente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui j'ai 34 ans et qu'il y a encore 15 ans, l'hypersensibilité, pour trouver un livre à la Fnac, il fallait s'accrocher. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages, 15 ans ou 20 ans. Et donc, je savais que j'étais différent. Peut-être même que je pensais que j'étais anormal. Et du coup, je savais pas quoi faire avec ça. Personne ne savait quoi faire avec ça. On me disait, t'es trop sensible, tu devrais pas prendre personnellement, sois un homme. Ouh. Et Les belles croyances. et du coup, j'ai dû faire face comme j'ai pu avec cette sensibilité exacerbée, avec ma souffrance, puisque j'acceptais pas le monde dans lequel je vivais, puisque très vite, quand j'ai ouvert les yeux et que je me suis rendu compte que les gens se faisaient la guerre, se tuaient, étaient méchants les uns avec les autres, faisaient tout un tas d'atrocités, détruisaient la nature, détruisaient les animaux que j'aime. Je me suis dit, mais pourquoi je suis ici? Qui m'a envoyé ici? Et donc, ça a été très compliqué pour moi au début. Et du coup, euh, j'ai réussi à avancer donc, comme j'ai pu, hein, avec mes dépressions, avec mes douleurs, mes complications. Je pense que l'amour m'a beaucoup aidé, même si j'étais dans des dépendances affectives. L'amour m'a énormément aidé à me rendre compte qu'il y avait aussi du beau, en fait. Et, euh, et du coup, c'est justement, comme je l'ai dit, c'est tous ces processus, aller se découvrir, qui m'a permis de me rendre compte que cette hypersensibilité, ok, ça pouvait être compliqué à vivre, mais c'était aussi un cadeau, puisque nous sommes des êtres sentients, on vit à travers les sens, un souvenir vient se loger en nous avec les sens. Et puisque je sentais les choses très fort, j'avais cette capacité de pouvoir aussi vivre les choses incroyablement belles, très fort. Et j'ai aussi décidé d'arrêter de me dire que ce qui était pas cool, ce qui était fort, intense et pas forcément très agréable, c'était pas nul. Ça fait partie du spectre des émotions, ça fait partie du spectre de l'humanité, ça fait partie de la vie, et que du coup, ça me permettait d'encore plus comprendre le monde. Et c'est la chose que je désire le plus sur Terre, c'est comprendre l'humain, comprendre le monde. Et cette hypersensibilité-là, c'est devenu un cadeau que j'ai pour mieux comprendre l'humain. Et après, forcément,
il y a plein de techniques, il y a plein de, c'est un long process aussi pour réussir à faire face à son hypersensibilité, l'accepter et vivre avec et parfois mettre des petits verrous, des petites choses en place pour ne pas la subir et plutôt grandir avec. Mais voilà ce que je pourrais dire sur mon hypersensibilité. Après, peut-être comment transposer le deuil, tu avais une idée Non, pas spécialement, mais je trouve que justement, ça donnait un bel exemple. On parlait de deuil de soi ou de deuil intérieur tout à l'heure, bah, ça en fait aussi partie. C'est pas forcément des choses qui sont toujours traumatiques ou traumatisantes ou forcément horribles. Parfois, je dis souvent que le deuil peut aussi être positif. Je donne souvent l'exemple de la grossesse parce que ou de le fait de devenir parent, c'est un deuil. On n'a pas la même vie avant et après en devenant parent. Pour le coup, c'est un deuil qui est plutôt cool généralement. Mais en tout cas, on n'a pas la même notion de liberté. Ça ne veut pas dire qu'on est plus libre, hein, mais on n'a pas la même notion de liberté, on n'a pas la même notion de responsabilité, on n'a pas le même quotidien et la liste n'est pas exhaustive encore une fois. Mais je trouve que dans ce que tu dis, finalement, il y a un côté chouette, il y a un côté cool à avoir accepté cette hypersensibilité, d'arrêter de se suradapter en fait toujours au monde et de revenir à soi, de se dire ok, qu'est-ce que ça veut dire aussi de moi, quelle est la symbolique de ces émotions, qu'est-ce que je peux apprendre au final à travers tout ça. Et finalement, ça reste inconfortable, mais avec un résultat qui est généralement plutôt positif et agréable dans notre développement. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est important d'accepter aussi de dire non et de savoir quand c'est non et de s'écouter. Et le plus beau cadeau que je me suis fait dans mon hypersensibilité, c'est d'accepter de me poser mes limites, d'être invité quelque part et de sentir que là, c'est un peu too much pour moi, et soit d'y aller et de partir tôt ou de pas y aller du tout. En fait, d'accepter simplement que je passe prioritaire sur ce que je ressens, que je pose mes limites, et écoutez bien là, posez tous et toutes vos limites, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Et du coup, ouais, avec cette sensibilité, ça a été de poser mes limites pour réussir à justement à mieux avancer avec tout ça, quoi. Sachant que ces limites, elles sont pas gravées dans le marbre et elles peuvent Exactement. évoluer en fonction de... Je donne souvent cet exemple en disant que en plus, toi, ça va te parler. C'est un peu comme une grande tablette de DJ sur laquelle il y a plein de boutons et où chaque bouton correspond à un réglage et que si tu touches un bouton, ça va avoir une influence sur la totalité. Et c'est la même chose, en fait. Vos limites, elles peuvent bouger selon la période, selon ce qui vous arrive au sein même d'une journée. Tu parlais de l'impermanence en te disant, ça y est, j'ai parlé, c'est plus la même chose. C'est exactement pareil, en fait, avec les limites. Alors oui, il y a souvent une base qui reste là et qui reste vos fondations, mais ça peut quand même bouger, ça peut évoluer selon votre vie, selon les événements, positifs comme négatifs avec des grands guillemets qui vous arrivent. Ouais, c'est marrant parce que souvent la première question, vous avez peut-être déjà entendu cette question. La question que je pose à mes patientes et mes patients, la première question, c'est quelle est ta météo du jour? Parce que la météo, là, il fait un ciel gris, par exemple. Tout à l'heure, j'ai vu un beau ciel bleu avec des nuages. Et en fait, la météo, c'est quelque chose qui change à chaque instant. Et même, je pense pas que vous ayez connu un endroit où la météo était pareille à 6 heures du matin et à 19 heures et qui faisait la même température. Ça change. Et du coup, l'idée, c'est, quand je leur pose cette question, ils peuvent prendre un recul et se dire, ah tiens, en fait, là, je suis attaché à quelque chose que je ressens là comme étant une vérité absolue, alors qu'en fait, ça a déjà changé et ça risque encore de changer. Donc, ouais, c'est mouvant. Notre état d'esprit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on a envie de vivre, c'est mouvant. Donc, il faut accepter justement toujours de se remettre en question, de se poser des questions à soi, comme un observateur observé qui prend une distance et qui se dit, OK, là tout de suite, qu'est-ce que je veux? Là tout de suite, qu'est-ce qui est OK pour moi? Et pour savoir, déjà, il faut demander à son corps. Quand on sent qu'il y a des tensions, c'est souvent que c'est un petit non ou un gros non. Et quand on sent que c'est léger, et on le sent. Le oui, le oui, on le sent vraiment dans son corps. Et savoir, ça nous permet justement de faire la différence entre un oui qui pourrait être égotique, un non qui pourrait être lié à une peur, ou quelque chose qui est vraiment de l'ordre de notre être intérieur. Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Ah là c'est oui, là c'est non, là ça me dérange dans le corps, c'est non, là c'est léger, là je ressens un sourire, je ressens comme un élan vers l'avant, c'est sûrement un oui. Donc voilà, s'écouter, c'est arrêter d'écouter trop notre tête et parfois écouter notre corps et les petits papillons dans le ventre ou les choses comme ça qui arrivent.
Je suis tout à fait d'accord et je trouve que ça nous fait, ça nous permet d'aller tout doucement vers la fin de cet épisode aussi, même si c'est des sujets dont je pourrais parler, dont je parle des heures et dont je pourrais continuer à parler des heures, mais c'est la notion que le deuil est aussi associé au paradigme des saisons. C'est aussi un modèle qui est pris et souvent la phase la plus difficile, on l'associe à l'hiver. On peut tous se faire une image plus ou moins claire de l'hiver. D'ailleurs, ça me permet de renvoyer à l'épisode qu'on a enregistré avec Clémence, qui est sorti au printemps et qui parle justement des saisons du deuil. Mais il y a toutes ces notions de s'enfermer, mais pas s'enfermer, de s'isoler, juste de chercher le confort. Il fait froid dehors en fait en hiver, donc on préfère être chez soi en mode cocooning avec un petit feu, un chocolat, ce que vous voulez, mais qui vous permet en fait juste de vous sentir bien et de trouver un réconfort à l'intérieur. Et je sais que c'est un truc que tu souhaitais qu'on aborde aussi. Ouais, je t'en avais parlé et c'est marrant parce qu'on avait la même pensée. Pour moi, l'hiver, c'est vraiment lié au deuil. Moi, l'hiver, je le vis un peu comme un ermite, c'est-à-dire, donc j'ai mes saisons, on a tous des saisons, et les femmes sont vraiment l'expression de la saisonnalité parce qu'elles ont leur menstruation avec les différentes phases. Juste en un mois, les femmes vivent les 4 saisons, et on vit tous les saisons, même dans une journée, on peut vivre les 4 saisons. Et moi, je vis vraiment l'hiver comme un ermite. Je vois pas beaucoup de monde. J'aime bien rester seul. Je prends ce temps pour intégrer ce qui s'est passé dans mon année, ce que je veux voir fleurir au printemps et concrétiser à l'été. Donc, c'est vraiment prendre ce temps. Et comme je l'ai dit là, les saisons, on peut les vivre aussi dans une seule journée. Et pour revenir au deuil, et vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, et tout ça dans la même journée. Et souvent, quand on est en deuil, et même très tôt, parfois, ça fait 2 jours, ça fait une semaine, ça fait un mois qu'on a perdu quelqu'un qui était très proche. Je vois des personnes qui, dès qu'elles ont un petit rictus, se freinent comme si elles n'avaient pas droit parce que ça faisait pas partie de la saison correcte. Mais il y a pas de saison correcte en fait. C'est juste, on a le droit de vivre toutes les saisons à n'importe quel moment. Et forcément, l'hiver, on va plus vivre la saison de l'hiver, donc intérieur, travail intérieur, remise en question. Et donc ouais, le deuil, c'est vraiment, en fait, le deuil, c'est un cadeau, mais qu'à partir du moment où on l'a terminé généralement, et il faut accepter que le cadeau, c'est un peu comme Noël. C'est un cadeau mal emballé. C'est un cadeau mal emballé qu'on voit en dessous du sapin 6 mois à l'avance. Et il donne pas envie. Ouais, on se dit, ouais, il y a un cadeau, c'est pas un cadeau, mais en fait, on doit savoir que le cadeau est là et que ça prendra un certain temps pour avoir avancé petit à petit vers ce cadeau et se rendre compte qu'il en est un. Et le deuil, c'est la possibilité de grandir, de mieux se connaître, de mieux comprendre. Et pour faire un petit parallèle, généralement, le deuil de quelque chose, d'un objet ou d'une personne, ça nous permet aussi de revivre les moments qu'on a eus avec cette personne, de revivre les apprentissages qu'on a eus avec cette personne, de revivre les trucs cool et les trucs moins cool. Et du coup, ça nous permet de prendre ce temps de deuil pour reprendre un petit peu toutes les données qui nous sont arrivées avec cette personne ou cet objet, et de réussir à comprendre où est-ce que ça peut m'amener et qu'est-ce que ça peut m'apprendre. Par exemple, je vais revenir succinctement à ce deuil que je dois faire de mes audios sur ma carte SD. Ça m'a déjà appris que j'étais encore beaucoup trop peut-être dans l'attachement physique des choses. Forcément, c'est émotionnel, c'est affectif. J'aime les sons, je suis quelqu'un d'auditif, mais ça m'a vraiment perturbé. J'étais vraiment très très mal. Je me suis dit, je devrais pas être aussi mal pour quelque chose d'extérieur. Donc c'est venu me rappeler que, coucou Ben, tu croyais avoir fait tout ce travail ? Il y en a encore un petit peu pour toi. Et du coup, l'idée du deuil, c'est ça, c'est de nous montrer qu'on a encore du travail à faire et que ce moment, il est là pour nous, pour ce travail. Ouais, ça nous invite vraiment à ralentir et à regarder. Et le mieux de tout, tu viens de le dire et on l'entendra, je pense, à ta voix, mais tu viens de le dire avec le sourire, ouais, coucou Ben, il y a encore du taf. Bah ouais, il y a encore du taf, en fait. Et pour moi, on est des éternels apprenants et c'est ce qu'on entend aussi énormément dans le bouddhisme. Je parle côté autant philosophie que religion et vous prenez ce qui a du sens ou pas pour vous. C'est des choses que vous pouvez retrouver de manière générale dans la philosophie en dehors du bouddhisme. Il y a plein de moyens, il y a plein de sources qui vous permettent de trouver votre source à vous, en fait, ni plus ni moins.
Et pour terminer cet épisode, j'avais envie qu'on termine sur une notion de reconstruction et une reconstruction qui a été très symbolique pour toi. Je parlais tout à l'heure du festival du Moonspell où justement j'ai eu cette expérience où je me suis écoutée et où je n'ai pas fait le breathwork. Je sais que c'était aussi une période de séparation amoureuse pour toi et il y a eu tout un cheminement et je trouve ça très beau en fait de finir sur cette notion symbolique et voilà, je sais que c'est ton expérience, le but c'est pas que vous qui nous écoutiez vous plaquez cette expérience, loin de là. Avant tout j'ai même envie de vous poser cette question et je vous la reposerai une fois que Ben aura partagé son expérience, c'est et vous, comment vous avez envie de vous reconstruire symboliquement, mais du coup je te laisse nous expliquer ça pour terminer. Alors pour contextualiser, le Moonspell, c'est un festival que je co-organisais avec mon ex-conjointe qui s'appelle Alexandra, qui nous écoutera peut-être. Et donc, j'ai organisé ce festival avec elle pendant 2 ans. On a subi le Covid de plein fouet. Ça a été très compliqué. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. J'ai travaillé jusqu'à m'oublier. J'avais déjà fait un premier burn-out dans ma vie. Et j'ai réussi à en faire un deuxième. Bravo. Coucou Ben, il y a encore du taf. Coucou Ben, il y a encore du taf. Sauf que là, c'est pas un employé qui m'a amené c'est pas un employeur qui m'a amené à faire un burn-out, mais c'est moi-même. Et parce que j'avais des choses que je voulais me prouver au monde, prouver à mon papa, prouver à tout un tas de choses. Donc, festival, j'ai donné toute mon énergie. Je dormais plus. J'ai travaillé de manière indécente. Du coup, ça a été aussi compliqué dans mon couple, puisque forcément, j'étais pas à même à être notamment la meilleure personne. Et puis, voilà, ça amenait beaucoup de tensions. Le festival se termine dernière heure. Je fais une décompensation. Je pleure non-stop. J'arrive plus à respirer. Je sens que je suis vide. J'ai l'impression de mourir à l'intérieur de moi. Je sais plus qui je suis. Enfin, c'est un choc énorme. Et donc voilà, le festival se termine, je vais un peu dans mon coin, je parle pas trop. Le lendemain, je me sépare de ma conjointe. Et surtout, il y a personne à blâmer dans l'histoire, hein, c'était compliqué. Donc voilà, les choses se font, on se sépare. Et moi, je me retrouve du coup seul avec ce burn-out qui vient d'arriver, cette explosion, cette ficelle que j'ai tirée jusqu'à casser. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai commencé à avoir des très gros problèmes de mémoire, plus du tout d'énergie dans mon corps, plus du tout l'envie même de bouger, de manger. J'étais à plat. Et je me suis dit, ok, Ben, dans tous les cas, il va falloir faire quelque chose. Et j'avais la chance d'avoir un van à ce moment-là. J'ai toujours un van maintenant qui est un autre van, peu importe. Et donc, je me suis dit, je vais partir en van à la reconquête de moi-même. Donc, je suis parti en solitaire la majeure partie du temps, pendant 3 semaines, et il s'est passé tout un tas de choses symboliques où j'ai décidé de me laisser aller, de me laisser guider par mon intuition, par les signes que je voyais à droite à gauche, par tout un tas de choses. Et du coup, j'ai revécu une reconstruction. Et cette reconstruction, forcément, c'est un temps que je me suis donné. Et on ne peut pas reconstruire quelque chose si on continue de vivre de la même manière que quand c'est cassé. Donc, j'ai pris 3 semaines. Je suis parti faire un tour de France. Et puis, il m'arrivait beaucoup de choses, et notamment des choses très, très symboliques, puisque j'ai été brûlé au 2e degré sur tout le dos, et sur une partie sur tout mon corps quasiment, mais vraiment le dos. Et je pouvais plus dormir, si ce n'est assis, et encore, j'avais mal aux cuisses. Donc, ça a été très, très compliqué. Brûlé, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais encore un petit peu dans un fatalisme, en train de me dire, mais pourquoi? Mais j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup médité, et cette brûlure, en 3 jours, a disparu. Toute ma peau a pelé, comme un serpent. C'était vraiment hallucinant. Il y avait de la peau partout. Désolé pour les détails, mais j'ai mué. J'ai littéralement mué. Et à ce moment-là, j'ai vraiment une image du phénix qui renaît de ses cendres. Et je ne sais pas si peut-être qu'inconsciemment ou une partie de moi savait qu'elle allait brûler, ou si c'est un cadeau de Dieu de m'être brûlé, mais inconsciemment, c'est venu porter un acte psychomagique, c'est-à-dire je brûle, je renais de mes cendres. Et renaître de ses cendres, c'est la possibilité de recommencer quelque chose, de laisser les choses négatives derrière et pouvoir avancer de nouveau. Et donc, ça a été vraiment une période très importante de ma reconstruction, d'avoir des actes symboliques comme ça et de me donner ce temps pour moi. Alors forcément, ça a duré 3 semaines, et un deuil comme ça ne se fait pas en 3 semaines, parce que j'ai dû aussi faire le deuil de ma mémoire, de certaines
partie cognitive que j'avais, donc mémoire, concentration, etc. Et après, forcément, il a fallu que j'aille voir d'autres personnes pour continuer ma reconstruction. Mais je pense que si vous voulez vous reconstruire, prenez un temps pour faire les choses de manière différente. Si vous n'arrivez pas à passer quelque chose et que vous êtes seul, allez voir quelqu'un. Si vous passez 15 heures de votre journée à donner de l'énergie dans tout un tas de choses et que vous allez vous coucher et que vous n'avez donné aucune minute à vous-même et que vous êtes toujours dans des problèmes, c'est peut-être qu'il va falloir changer quelque chose et vous donner plus de temps à vous-même. Changer des choses pour changer soi-même. Donc voilà, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ça, mais on va peut-être s'arrêter. Voilà, ma reconstruction, ça a été du temps que je me donne à moi-même et l'acceptation que ça allait prendre un certain temps. Merci pour ce partage. Et du coup, je repose ma question. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous avez envie de renaître de vos cendres? Comment vous avez envie de vous reconstruire? Comment vous avez envie de changer? Qu'est-ce qui peut avoir du sens pour vous? Et encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, sinon je pense qu'on peut repartir pour un épisode. Je voulais vraiment te remercier, Ben, pour ce partage de cœur à cœur. Franchement, je peux le dire avec le cœur grand ouvert. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, que ce soit du domaine pro ou du domaine perso. Et puis, je te dis à très vite dans tous les cas. Ouais, merci à vous pour cette écoute. Merci à toi pour l'invitation et surtout pour ce podcast qui est d'utilité publique. Merci. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.